Il pensait que je survivais à peine, grâce à la mort de papa, que ma vie était un fardeau financier qu'ils ne pouvaient en se permettre. Ils ignoraient que chaque point de couture, chaque heure supplémentaire travaillée n'était pas seulement une survie, c'était mon arsenal secret. J'étais sur le point d'enseigner à mes enfants ingrats le vrai coût de leur mépris. Avant de reprendre, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. C'est mon histoire. Les rires cessèrent au moment où j'entrais dans la pièce, avalé par l'air familier et lourd de l'attente. C'était le dîner dominical chez Marc, soi-disant une réunion, mais toujours une représentation, surtout pour moi. L'arôme du poulet rôti, autrefois un réconfort, me semblait maintenant une cage dorée, achetée et payée par des souvenirs qu'ils avaient depuis longtemps jetés. Mon sourire était une petite offrande polie, ne coûtant rien, donnant moins. Claire, ma fille, était déjà perchée au bord du canapé moelleux, défilant sur son téléphone, son pouce manucuré un flou. David, mon aîné, était absorbé par un match de sport, le volume de la télévision un peu trop fort. Marc, le plus jeune, se tenait près de l'îlot de cuisine. Je trouvais ma place habituelle à la petite table de cuisine ronde, une relique en bois ébréché, qu'ils avaient reléguée il y a des années. Elle était maladroitement poussée contre le mur, à côté de la porte battante du garde-manger. De là, j'étais une silhouette périphérique, un fantôme au festin, censé observer, non participer. Ma présence était tolérée, une obligation silencieuse, comme un vieux meuble qui n'avait pas encore tout à fait rejoint le trottoir. Marc s'éclaircit la gorge, un son assez sec pour percer le bourdonnement de la télévision. « Bon, maman, il faut qu'on parle de la maison. » Mon estomac se serra. La maison. Non pas le foyer que Thomas et moi avions bâti pour eux, mais le petit appartement exigu dans lequel ils m'avaient orienté. Ils avaient promis quelque chose de gérable pour mon bien. Au lieu de cela, j'avais eu un mouchoir de poche contenant à peine mes quelques souvenirs, tandis qu'ils revendiquaient de vastes propriétés pour eux-mêmes. « Qu'est-ce qu'il y a, Marc ?» demandai-je, ma voix fluette, plus douce que prévu. Je détestais à quel point je sonnais petite, à quel point mes mots disparaissaient facilement dans le bruit de leur vie. Claire leva enfin les yeux, son front plissé d'une impatience familière. « Maman, ce n'est vraiment pas pratique que tu restes à cet endroit. C'est vieux, c'est poussiéreux. Il te faut quelque chose de moderne, quelque chose de nouveau. » Son ton n'était pas malveillant, mais piquait comme une corvée importune. David intervint, sans quitter le match des yeux. « Oui, maman, on pensait peut-être une jolie petite résidence senior. Tu sais, où on te fait à manger, où on te nettoie. Tous tes amis y sont probablement déjà. Amis. Les vieux, que Marc avait autrefois raillés. L'idée m'étranglait. Toute ma vie, chaque sou de la modeste pension militaire de Thomas, même d'innombrables heures supplémentaires, comme couturière, tout a été versé pour leur bien-être après son sacrifice. J'ai raccommodé leurs vêtements, sacrifié mes propres besoins, pour leurs chaussures, pour leur avenir. Et maintenant, cette petite pension de soldats, la fondation même de leur vie, était évoquée avec un tel dédain. Je suis très bien là où je suis, réussis-je à dire, ma main trouvant la surface fraîche et lisse de la vieille table de cuisine. Son grain usé procurait un réconfort familier, un témoin silencieux d'années d'histoire tue. Mais la vérité était que le bonheur avait depuis longtemps fait ses valises et était parti. Marc se tourna enfin entièrement vers moi, un sourire en coin sur les lèvres. Ses yeux, autrefois si pleins de l'adoration d'un enfant, contenaient maintenant un éclat froid, presque prédateur.
Il but une longue gorgée de son soda, le pétillement un contrepoint bruyant à la tension silencieuse. Heureuse. Maman, s'il te plaît, soyons réalistes. Tu as vécu sur le dos de la mort de papa toute ta vie. Cet argent de la pension était censé être un filet de sécurité, pas un mode de vie. Tu t'en sors à peine, et honnêtement, c'est un fardeau pour nous. Les mots me frappèrent comme un coup physique. L'air s'échappa de mes poumons, laissant un vide brut et douloureux. Avoir vécu sur le dos de la mort de papa, la cruauté désinvolte, de la part du fils que j'avais élevé, pour qui j'avais économisé la moindre pièce pour ses études universitaires. Thomas, un officier décoré, a donné sa vie pour notre famille. Maintenant, son sacrifice ultime était un fardeau. Sa pension une maigre rente, finançant mon survie à peine. Je sentis le poids fantôme d'un uniforme militaire, les médailles rigides, les bottes lustrées. Je revis le sourire de Thomas, la façon dont il m'avait toujours dit que j'étais la femme la plus forte qu'il connaissait. Forte, mais à cet instant, assise dans l'ombre de leur conversation indifférente, je me sentais tout sauf ça. Je me sentais petite, insignifiante et complètement effacée. Le silence qui suivit la remarque cruelle de Marc fut assourdissant, amplifié par le volume de la télévision et le défilement continu de Claire. Personne ne me défendit. Personne ne vit le tremblement de ma main, l'humidité soudaine dans mes yeux. Ils me regardèrent simplement à travers, impatients de ma réponse. Ma vie, mes sacrifices, mon identité même, tout réduit à une responsabilité financière. Un fardeau sur leurs vies élégantes et modernes. Cette nuit-là, les larmes vinrent, silencieuses et chaudes, traçant des sillons sur mes joues ridées, alors que je gisais dans mon lit solitaire. L'appartement, petit et stérile, n'offrait aucun réconfort. Il résonnait du son creux de leur désinvolture, du poids écrasant de l'ingratitude. Mais lorsque la première lueur de l'aube traversa ma fenêtre, une braise silencieuse s'alluma en moi, une étincelle dont j'ignorais l'existence, enfouie sous des décennies d'altruisme et de force insoupçonnée. Il était temps pour eux de comprendre ce qu'était un vrai fardeau, et pour moi de me souvenir de la femme que Thomas croyait que j'étais. Que feriez-vous si vos propres enfants vous dépouillèrent de votre dignité, pièce par pièce douloureuse, ne vous laissant rien qu'une résolution calme et ardente? L'air vif du matin avait un goût différent, plus piquant, non pas d'amertume des larmes, mais du goût métallique de la détermination. Je me levai avant le soleil, l'appartement encore sombre et silencieux, un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage en moi. Le souvenir des mots de Marc, a vécu sur le dos de la mort de papa, résonnait toujours. Mais maintenant, au lieu de la douleur, ils alimentaient une flamme calme et constante. Je me dirigeais vers le petit bureau rayé près de la fenêtre, celui que Thomas m'avait acheté lorsque nous étions jeunes mariés, avant la guerre, avant les enfants. C'est là, dans la faible lumière de l'aube, que je sortis le grand livre de contes usé, relié en cuir. Ses pages, fines et jaunies, étaient remplies de mon écriture soignée et méticuleuse, une vie d'inscriptions minutieuses. Chaque sou de la modeste pension militaire de Thomas, étirée au maximum, était comptabilisé. Mais sous ces colonnes prévisibles, cachées à la vue de tous, se trouvaient d'autres entrées, à l'encre différente, souvent griffonnées tard la nuit. C'étaient les chiffres de mon travail de couturière, les innombrables robes que j'avais ourlées, les uniformes déchirés que j'avais réparés pour les voisins, les retouches complexes pour les robes de mariée. Chaque point, chaque nuit passée sous le bourdonnement de ma machine à coudre était un petit acte de défi contre le poids écrasant de la monoparentalité, une rébellion secrète contre un monde qui s'attendait à ce que je me contente de survivre. Thomas m'avait insufflé une farouche indépendance, la conviction que même dans les moments les plus sombres,
Il faut trouver un moyen de se tenir droit. Un vrai soldat, mon amour, a toujours une réserve, m'avait-il murmuré, juste avant son dernier déploiement. Un souvenir qui me semblait maintenant un pacte sacré. Pendant des décennies, ces revenus supplémentaires, chaque euro mis de côté, avait été versé sur un compte séparé, intouché, invisible. Ce n'était pas pour le luxe, ce n'était pas pour les mauvais jours. C'était simplement là. Une profonde inspiration emplit mes poumons, tandis que je parcourais du doigt la dernière colonne. La somme qui me fixait était bien plus substantielle que quiconque, surtout mes enfants, n'aurait pu l'imaginer. C'était mon arme secrète, forgée en silence, cachée à la vue de tous. Le téléphone me parut lourd en main lorsque je composais le numéro. Une agence immobilière discrète que j'avais trouvée en ligne. « Bonjour », répondit une voix énergique. « Je cherche une petite propriété tranquille en dehors de la ville. Quelque chose de modeste, juste pour moi. » Les mots me semblèrent étranges, mais exaltants. Pour la première fois depuis des années, je parlais non pas de leurs besoins, mais des miens. La femme à l'autre bout du fil, gaie et professionnelle, commença à lister les possibilités. J'écoutais, mon esprit imaginant des jardins paisibles, un petit porche, des espaces où les échos de l'ingratitude ne pourraient pas m'atteindre. Plus tard cette semaine-là, je me retrouvais à conduire dans des rues pavillonnaires inconnues. Le doux ronronnement du moteur, un rythme apaisant. Les maisons étaient modestes, nichées au milieu d'arbres matures. Un contraste frappant avec les appartements stériles et sans âme que mes enfants appelaient modernes. Mon appartement actuel me semblait une cellule de détention temporaire, un endroit où j'existais jusqu'à ce qu'ils décident de mon prochain confinement. Mais ceci, c'était différent. C'était un choix. La détermination silencieuse dans mon cœur repoussa les derniers vestiges de l'apitoiement. Je visitais plusieurs maisons, chacune murmurant des possibilités. Il y avait un petit bungalow avec une roseraie qui me rappelait les fleurs préférées de Thomas, un clin d'œil silencieux à l'homme qui me voyait vraiment. J'imaginais prendre le café sur un porche ensoleillé, loin des exigences incessantes, des regards dédaigneux. Mes enfants, pris par leur vie affairée et imbués d'elles-mêmes, ne penseraient pas une seconde à l'endroit où j'étais, ou à ce que je faisais. Ils supposaient simplement que j'attendais, une présence tranquille, toujours disponible, toujours un fardeau à gérer. Ils ne soupçonneraient pas les profondeurs cachées, les années de planification silencieuse sous la surface de ma vie discrète. Ils ne voyaient que la veuve âgée, dépendante de cette petite pension de soldat. Cette pensée fit apparaître un fugitif sourire sur mes lèvres. Un sourire sincère cette fois. L'agente immobilière, une femme aimable nommée Sophie, me regarda, une question dans ses yeux. J'acquiesçais simplement, la décision se formant, solide et inébranlable, dans mon esprit. Les pièces se mettaient en place. Les braises silencieuses de cette aube étaient maintenant une flamme constante et réchauffante. Ils n'avaient aucune idée de la tempête que j'étais sur le point de déchaîner, alimentée par des décennies de force et de sacrifices insoupçonnés. Que feriez-vous si vous réalisiez que les sacrifices silencieux que vous avez faits n'étaient pas seulement non appréciés mais activement méprisés, et que vous aviez le pouvoir de tout changer? Le contrat me parut frais sous les doigts. Preuve solide d'une vérité que seule je possédais. Sophie, l'agente immobilière, rayonnait de l'autre côté de la table polie, son sourire sincère contrastant fortement avec la politesse forcée que je rencontrais habituellement. « Félicitations, Madame Dubois », dit-elle en me tendant un stylo. « C'est un endroit magnifique et je sais que vous en ferez un foyer. » Un foyer, le mot résonnait, profond et juste, contrairement à l'appartement vide que j'habitais.
Ce n'était pas juste une transaction, c'était une émancipation. Chaque trait de plume fut délibéré, une affirmation d'un pouvoir longtemps dormant, maintenant ravivé. Les années d'économie faites sou à sou, les inscriptions méticuleuses dans le grand livre, le raccommodage silencieux sous la lampe tard dans la nuit. Tout cela coalesçait en ce seul acte décisif. C'était ma réserve. Le murmure de Thomas à mon oreille, rendu manifeste. Une forteresse silencieuse, bâtie non pour la défense, mais pour la liberté. Les semaines suivantes furent une danse soigneusement chorégraphiée de secrets et de pas mesurés. Je rencontrai des déménageurs, triant les maigres affaires de mon appartement, sélectionnant soigneusement seulement ce qui avait un vrai sens. Le fauteuil usé que Thomas aimait, ses anciennes médailles militaires rangées dans une petite boîte en bois, une photo jaunie de nous le jour de notre mariage. C'étaient là les vrais trésors, contrairement aux gadgets coûteux que mes enfants exhibaient. Ils ne comprendraient jamais la valeur d'une vie, distillée en une poignée de carton. « Es-tu sûre que tu n'as pas besoin d'aide, maman ?» demanda Claire au téléphone un soir, sa voix empreinte d'une lassitude familière. David et moi pourrions passer 1 heure, mais ce n'est vraiment pas le bon moment pour nous cette semaine. 1 heure. Il me voyait toujours comme un léger inconvénient, une corvée à caser entre leurs réunions importantes et leurs engagements sociaux. « Non, ma chérie, je vais très bien, » répondis-je, ma voix calme, ne trahissant rien du léger bourdonnement d'activité autour de moi. J'avais engagé une petite entreprise de déménagement local, un couple qui travaillait avec une efficacité silencieuse, ne posant pas de questions, offrant seulement une assistance respectueuse. Ils transportèrent mes quelques cartons vers un garde-meuble que j'avais discrètement loué, un lieu de stockage temporaire, avant le déménagement vers ma nouvelle adresse, tenue secrète. Quelques jours plus tard, Marc appela. « Maman, David dit que tu es toujours dans ce vieil endroit. Es-tu sûre que tu ne devrais pas regarder ces brochures de résidence senior? On s'inquiète juste pour toi. » Inquiétude. Cela ressemblait plus à une retraite stratégique, une supplication pour que je disparaisse tranquillement dans une existence rangée et gérée. « J'apprécie ton inquiétude, Marc, » dis-je, un léger sourire effleurant mes lèvres. « Mais je me débrouille très bien. Tu n'as vraiment pas besoin de t'en faire pour moi. » Le subtil changement dans mon ton, la fermeté nouvelle, passa inaperçu. Ils n'entendirent que ce qu'ils s'attendaient à entendre. La vieille femme, docile et obéissante. Je passais des jours à meubler ma nouvelle maison, pièce par pièce, avec soin. Une petite table de salle à manger solide, où je pourrais enfin inviter quelqu'un à s'asseoir en face de moi, sans être relégué à la cuisine. Un fauteuil confortable près d'une fenêtre, qui donnait sur un parterre de roses sauvages, semblable à celui que Sophie m'avait montré. Chaque achat était un acte de défi silencieux, une reconquête de mon espace et de moi-même. Je choisis des couleurs qui apportaient la paix, des bleus doux, des crèmes chaleureuses, des jaunes ensoleillés. Pas de gris agressif et moderne, pas de blanc clinique. C'était un sanctuaire, bâti avec intention. Un après-midi, alors que j'arrangeais un petit vase de fleurs sauvages sur la cheminée, une photographie encadrée de Thomas, jeune et vibrant dans son uniforme, attira mon regard. Son regard, même sur l'impression fanée, conservait cette force familière, cette confiance inébranlable en moi. « Tu as toujours été l'architecte de ton propre destin, mon amour », avait-il dit un jour, en me regardant planifier un jardin. À l'époque, cela semblait un simple compliment. Maintenant, cela résonnait comme une prophétie. Mon sacrifice avait été un acte d'amour silencieux, mais ma survie, mon avenir, cela relevait de ma propre conception. L'air de ma nouvelle maison me semblait plus léger, plus pur. Il n'était pas empli de leurs attentes, de leurs rejets,
ou de l'odeur entêtante de leur indifférence. Ils sentaient la peinture fraîche, les nouveaux départs et la satisfaction tranquille d'un plan minutieusement exécuté. Je les imaginais, toujours absorbés par leur propre vie, inconscients. Leur image de moi, une matriarche passive et évanescente, était figée. Ils n'avaient aucune idée des fondations que je posais, du pouvoir silencieux que j'accumulais. Ils ne le verraient que lorsque le sol sous leurs propres pieds commencerait à trembler. Que faudrait-il pour que votre famille, qu'on vous voit, enfin, non pas comme elle souhaite que vous soyez, mais comme la force formidable que vous êtes réellement? L'odeur de la terre fraîchement labourée et des roses en fleurs s'accrochaient à mes mains. Un contraste saisissant et réconfortant avec l'air vicié des trahisons passées. Mon nouveau jardin, petit mais vibrant, commençait à s'épanouir. Chaque matin, je m'asseyais sur mon porche baigné de soleil, une tasse de tisane réchauffant mes paumes, observant le monde s'éveiller. C'était une victoire tranquille, une mélodie de paix jouant doucement après des décennies de bruit discordant. Thomas aurait adoré cet endroit. Il aurait vu la force tranquille dans sa simplicité, la farouche indépendance dans chaque mauvaise herbe arrachée, chaque graine plantée. Je pensais à Marc, Claire et David. Ils appelaient encore, sporadiquement, leur voix toujours un peu pressée, un peu distraite. Claire, généralement pour se plaindre d'une pédicure ratée ou d'un vol retardé. David, pour se vanter d'un nouveau client ou d'une partie de golf. Marc, pour prendre des nouvelles de manière superficielle, toujours en terminant par une question à peine voilée sur mes projets ou mes finances. Ils n'avaient toujours pas remarqué que j'étais partie. Pas vraiment. Ils appelaient l'appartement, pensant que j'étais toujours là. Une figure immuable en arrière-plan de leur vie, facile à gérer, facile à ignorer. Un mardi, le téléphone sonna, me surprenant. C'était Claire, sa voix perçante d'irritation. « Maman, as-tu parlé à David dernièrement? Il est complètement à propos de la nouvelle maison. Il dit qu'il est à court d'argent et qu'il doit réduire les rénovations. Tu y crois? Il vient d'acheter cette monstruosité l'année dernière. » J'écoutais, mes doigts traçant le bord de ma tasse. « Oh, c'est dommage, ma chère, » répondis-je, mon ton neutre, une minuscule fissure. David, qui se vantait toujours de sa prouesse financière, était à court d'argent. C'était la première légère ondulation à la surface calme de leur vie, si soigneusement construite. Quelques jours plus tard, Marc appela, sa bravade habituelle remplacée par une pointe subtile de frustration. « Maman, tu te souviens de cet investissement dont je t'ai parlé? La valeur sûre? Eh bien, ça ne semble plus si sûr que ça. Une vraie galère. Je pourrais être obligée de liquider certaines choses. Rien pour toi de t'inquiéter, bien sûr. L'inquiétude. Ils pensaient toujours que je m'inquiétais pour eux, à l'ancienne, que j'étais éternellement mêlée à leur drame financier. Ils ne comprenaient pas que mon souci maintenant était pour l'éclosion de mes roses, la solidité de mes propres fondations, le marché, l'économie. C'étaient des concepts abstraits pour eux, des choses qui arrivaient aux autres, pas à eux, les fortunés, les méritants. Ils s'étaient toujours crus immunisés, amortis par mes sacrifices invisibles, par la pension de Thomas, par leur pur sentiment d'impunité. J'imaginais Marc, son sourire confiant de ce dîner dominical, maintenant peut-être un peu contraint. David, rivé à ses sports, inconscient du score qui se jouait contre lui, dans la vraie vie. Claire, son pouce manucuré peut-être maintenant en suspens, contemplant un budget au lieu d'une nouvelle robe. C'était un changement silencieux, presque imperceptible. Mais je le sentais, comme un changement de vent avant une tempête. Ils avaient bâti leur vie sur du sable
sans jamais réaliser que le rocher en dessous avait toujours été moi. Le silence qui m'entourait dans ma nouvelle maison était riche, non pas vide. Il me permettait d'entendre les subtils changements dans leur voix, les anxiétés cachées. Ils étaient encore enveloppés dans leur cocon d'autosuffisance. Mais les fils commençaient à s'effilocher. Ils avaient toujours dédaigné ma force tranquille, ma prudence, comme de la faiblesse ou une prudence démodée. Ils avaient pris ma réserve pour de la parcimonie, ma patience pour de la passivité. Un soir, je vis un reportage local sur ma petite télévision. Un projet immobilier d'envergure que David avait mentionné avec enthousiasme faisait face à de sérieux retards, peut-être même à la faillite. Les visages d'investisseurs défilèrent à l'écran, tendus et inquiets. Le visage de David n'était pas parmi eux, mais je me rappelais sa fierté, ses vantardises de être entré tôt dans l'affaire. Une douleur familière, presque nostalgique, me serra la poitrine. Ce n'était pas le triomphe que je ressentais, pas encore. C'était le poids solennel d'assister à un tournant, de savoir ce qui les attendait. Ils étaient sur le point d'apprendre que la vie avait ses propres plans de retraite, ses propres règles dures pour ceux qui gaspillaient leur bonne fortune. Et moi, l'observatrice silencieuse, j'étais sur le point de tout voir se dérouler. Que se passe-t-il quand le sol même sur lequel vos enfants gâtés se tiennent commence à s'effriter et que celle qu'ils ont méprisée détient le plan de leur unique échappatoire? Le premier appel désespéré arriva un mardi, non pas de David mais de Claire. Son calme habituellement posé complètement brisé. Sa voix, d'ordinaire posée et légèrement impatiente, était maintenant éraillée sur les bords, un fil fin tendu jusqu'à la rupture. « Maman, écoute, j'ai besoin de parler. Peux-tu venir ?» La requête, si inhabituelle comparée à ses SMS habituellement dédaigneux, attira immédiatement mon attention. Ce n'était pas une invitation. C'était un appel, mal déguisé par l'urgence. Je maintenais ma distance tranquille, cultivant mon jardin, observant le lent et inexorable tournant de la marée depuis mon refuge paisible. Les reportages sur les projets immobiliers qui échouaient devinrent plus fréquents, plus sombres. Le nom de David n'avait pas été explicitement mentionné, mais le réseau d'affaires effondré semblait vaste. J'imaginais les subtiles fissures apparaissant dans leur façade parfaite, les conversations chuchotées, les sourires forcés lors des réunions sociales. Ils étaient habitués à une ascension sans effort, à un monde qui se pliait à leur volonté. Ceci, c'était un territoire inconnu. Une semaine après l'appel de Claire, David lui-même appela, son ton sec, étrangement dépourvu de son arrogance habituelle. « Maman, le marché est fluctuant. Les choses sont un peu plus serrées que prévu. Écoute, es-tu absolument sûre que tu vas bien dans cet appartement? Pas de dépenses cachées qui surgissent ?» Il sonda, non pas avec une véritable inquiétude, mais avec un besoin transparent d'évaluer ma fragilité financière perçue. Il essayait toujours de déterminer si j'étais un fardeau, non pas si j'allais bien. Je lui assurais simplement que je me débrouillais parfaitement bien. Une phrase qui contenait maintenant des couches d'ironie. Puis vint Marc, non pas avec un appel, mais une visite inattendue. Il se gara devant mon vieil immeuble, avec sa voiture élégante et coûteuse, le moteur ronronnant comme une bête agitée. Il portait un costume, mais il semblait lui pendre un peu plus lâchement. Ses cheveux d'ordinaire immaculés légèrement en désordre. Il semblait fatigué, ses yeux exprimant une profondeur d'inquiétude que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant, terrifié par un orage. Il arpentait mon minuscule salon, son regard parcourant l'espace exigu, comme s'il le voyait pour la première fois. « Maman !» commença-t-il, sa voix étonnamment douce,
dépourvu de sa condescendance habituelle. Les choses sont compliquées. Cet investissement dont je t'ai parlé, il a disparu, effacé. Pire, il a entraîné beaucoup d'autres choses avec lui. David est dans une situation vraiment délicate avec ce projet. Et l'entreprise de Claire a du mal avec tous les changements économiques. Il passa une main dans ses cheveux. Un geste de stress pur. Nous sommes tous juste sous l'eau, maman. Vraiment sous l'eau. Je m'assis sur mon fauteuil usé, le regardant. Mon silence un écho délibéré de la façon dont il m'avait ignoré pendant des années. L'arrogance, la cruauté désinvolte, le sentiment d'impunité, tout était en train d'être arraché, couche par couche douloureuse, par la main impitoyable des circonstances. Il ressemblait tellement à Thomas à cet instant, le même pli sur son front quand un plan déraillait. Mais Thomas avait affronté ses défis avec dignité, pas avec le déni. « Je suis désolée d'entendre cela, Marc, » dis-je, ma voix égale, sans hâte, pas de triomphe, juste une tranquille reconnaissance de leur nouvelle réalité. Il cessa de faire les 100 pas, se tournant vers moi, ses yeux implorants. « Maman, s'il te plaît, y a-t-il quelque chose de vieilles économies, quelque chose que papa t'aurait laissé et que tu n'aurais pas mentionné, n'importe quoi qui pourrait nous aider à combler ce fossé. » La question planait lourdement dans l'air, une admission flagrante de leur désespoir, un attachement désespéré à cette même petite pension de soldats qu'ils avaient ridiculisée. Mon regard rencontra le sien. Je vis la peur, brute et sans phare. Les garçons, les hommes confiants qu'ils étaient devenus, s'effondraient. Leur monde, bâti sur des suppositions de prospérité infinie, et ma soumission silencieuse s'écroulait autour d'eux. C'était un spectacle terrifiant, même pour moi, qui avais pressenti cette possibilité. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de la révélation profonde et choquante des conséquences. Le fardeau qu'il m'avait imposé, la dignité qu'il m'avait arrachée, se reflétaient maintenant dans leur propre vie. Ils perdaient tout. Et soudain, la femme qu'ils avaient reléguée au rang de relique était leur seule bouée de sauvetage, bien qu'ils ne le sachent pas encore. Quel serait le sentiment de détenir le pouvoir de sauver ou de condamner les personnes mêmes qui vous avaient jadis jugé sans valeur? La question de Marc planait lourdement dans l'air, une supplique silencieuse pour une bouée de sauvetage qu'il ne pouvait pas encore voir. Ses yeux, conservant toujours cette peur enfantine sous l'inquiétude adulte, implorait les miens. « De vieilles économies, maman? Quelque chose que papa t'aurait laissé ?» Il demandait un miracle, celui-là même que lui et ses frères et sœurs avaient longtemps écarté comme irrelevant, une époque révolue. Je pouvais sentir le désespoir brut émanant de lui, un contraste saisissant avec la désinvolture de ce dîner dominical. Les jours suivants devinrent un assaut incessant. Claire appela, sa voix maintenant dépourvue de toute prétention, remplacée par un gémissement ténu et plaintif. « Maman, ma boutique, c'est fini. La banque saisit tout. Je ne sais pas quoi faire. Mes économies ont disparu. David dit qu'il ne peut pas aider. Il perd tout aussi. » Ces mots dévalèrent, une cascade de peur et de panique pure. Les hauts murs de sa vie si soigneusement orchestrés s'effondraient, révélant la jeune fille, tremblante en dessous. Puis David, un appel désespéré tard dans la nuit. Sa voix retentissante, d'ordinaire si pleine d'autosuffisance, était maintenant un murmure étouffé et tendu, épais de honte inavouée. Le projet immobilier, c'était un château de cartes, niette maman. J'ai tout mis dedans, ma réputation, mon avenir. La banque saisit la maison. Notre maison, maman, nous n'avons nulle part où aller. Les mots sortirent en halètements hésitants,
ponctué de respirations profondes et saccadées. David, l'invincible, le financier astucieux, faisait face à la ruine totale. L'image de lui, toujours si fier, si arrogant, maintenant réduit à cette confession vulnérable et brisée, était frappante. J'écoutais, en silence, non pas avec satisfaction, mais avec un sens profond, presque mélancolique, de gravité. Le silence de mon côté de la ligne était un contrepoint délibéré à leur supplique frénétique. C'était le silence dont ils m'avaient toujours gratifié, le silence d'une voix oubliée, d'une présence ignorée. Maintenant, c'était un silence qui détenait un pouvoir immense et terrifiant. Il parlait de foyer et de avenir, utilisant les mots mêmes qu'il m'avait volés, et l'amère ironie ne m'échappa pas. Un après-midi, ils arrivèrent ensemble, à l'improviste. Ma nouvelle adresse, mon sanctuaire, n'était plus un secret. Marc conduisait, ses phalanges blanches sur le volant d'une voiture qui paraissait bien trop chère pour ses malheurs actuels. Claire était assise à côté de lui, ses yeux cerclés de rouge, son visage marbré par les pleurs. David était sur la banquette arrière, affalé, ses épaules visiblement alourdies. La scène était cinématographique, dans sa crudité. Les 3 enfants qui avaient autrefois prospéré sous mes soins inlassables, maintenant brisés, venant à la maison tranquille et modeste de la femme qu'ils avaient méprisée. Ils se tenaient sur mon porche, hésitants, comme des étrangers devant une tombe oubliée. Marc s'éclaircit la gorge, mais aucun son n'en sortit. Claire se tordait les mains. David fixait ses chaussures. C'est David qui finit par parler, sa voix à peine audible. « Maman, on sait, on a tout gâché. On s'est trompé sur tout. Sur toi, sur la pension de papa, sur tout. » L'aveu, brut et sans détour, était une petite victoire. Mais il avait un goût de cendre. « Trompé sur quoi, David ?» demandai-je, ma voix calme, mais avec un courant d'acier sous-jacent. Je gardais mon expression neutre, refusant d'offrir une voie facile vers l'absolution. Ce moment, cette vérité crue, sans filtre, était attendue depuis longtemps. Claire s'avança, la voix brisée. « On t'a traité de fardeau. On t'a forcé à aller dans ce petit appartement. On n'a jamais apprécié tout ce que tu as fait, tout ce que tu as sacrifié. On était si égoïstes. » Ces mots furent ponctués d'un sanglot. Un son sincère et déchirant que je n'avais pas entendu d'elle depuis l'enfance. Marc, d'ordinaire le plus réservé, finit par rencontrer mon regard. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'une humilité nouvelle. « Maman, on perd tout. La maison, nos emplois, notre dignité. On a besoin de ton aide. On n'a nulle part où aller. On est désolé. Vraiment désolé. » Les excuses, venant des lèvres du fils qui avait lancé l'accusation de vivre sur le dos de la mort de papa, eurent un autre écho. Ce n'était pas que des mots, c'était la peur nue, l'abandon total de l'orgueil. Je les regardais, je les vis vraiment. Les enfants que j'avais élevés, les vies que j'avais façonnées de toute mon âme. Et je me souvenais de ce dîner du dimanche, le poulet rôti, leur regard fuyant, le ricanement moqueur sur le visage de Marc, la façon dont le sacrifice de Thomas avait été réduit à une blague, ma vie à un fardeau, les larmes qui avaient coulé sur mon visage dans l'obscurité, le confinement solitaire de mon vieil appartement. Je me rappelais les mots murmurés de Thomas. « Un vrai soldat, mon amour, a toujours une réserve. » Et je me rappelais ma propre promesse silencieuse. Il était temps pour eux de comprendre ce que signifiait un vrai fardeau. « Vous avez raison, » dis-je. Ma voix ferme, ne trahissant aucune des émotions complexes qui bouillonnaient en moi. Vous n'avez nulle part où aller, et vous êtes, en effet, vraiment désolé. Le silence qui suivit était différent de tous les précédents. Un silence non de renvoi, mais d'une profonde, implacable mise au point.
C'était le moment de vérité. Un précipice pour eux tous. Et alors qu'ils se tenaient là, vulnérables et exposés, implorant un salut qu'ils ne croyaient pas que je possédais, je savais exactement quel serait mon dernier mot et comment il redéfinirait tout. Jusqu'où le pardon peut-il aller quand ceux-là même qui ont brisé votre esprit reviennent à genoux implorer la grâce que vous seuls pouvez accorder? Le silence s'étira, dense et inflexible, amplifiant la confession crue que David, Claire et Marc venaient de mettre à nu. Leurs visages, marqués des lignes inconnues du désespoir, imploraient toujours un salut qu'ils ne croyaient pas que je possédais. Je les regardais, je les vis vraiment, non pas comme les adultes arrogants qu'ils étaient devenus, mais comme des enfants perdus, dépouillés de leur arrogance. Mais les échos de « à fardeau » et de « vécu sur le dos de la mort de papa » résonnaient encore à mes oreilles, nettes et claires. « Entrez », dis-je, ma voix ferme, ne trahissant aucune des émotions complexes qui bouillonnaient en moi. « Parlons ». Je me retournai, marchant vers mon petit porche accueillant, les laissant me suivre. Ils hésitèrent un instant, puis me suivirent à la traîne, leurs chaussures coûteuses, raclant doucement les dalles. À l'intérieur, ma nouvelle maison nous enveloppa, l'odeur de peinture fraîche, des roses épanouies du jardin, et le doux murmure d'une vie vécue selon mes propres termes. Mon foyer, pas le petit appartement exigu, ni leur vaste propriété, maintenant en ruine. Ils s'installèrent timidement sur mon canapé et mes fauteuils, leur posture confiante habituelle remplacée par une raideur humiliée. Je me dirigeais vers la petite cuisine, délibérément lentement, versant 3 verres d'eau, le tintement des glaçons, une ponctuation délibérée dans l'air lourd. Je les plaçais devant chacun d'eux. Un geste simple, presque cérémoniel. « Alors » commençai-je, prenant ma propre place à ma petite table de salle à manger solide, celle où je pouvais vraiment inviter quelqu'un à s'asseoir en face de moi. Vous n'avez nulle part où aller, et vous êtes en effet vraiment désolé. Marc bougea, son regard vacillant entre moi et ses frères et sœurs. « Maman, nous comprenons maintenant. Nous t'avons horriblement traité. Nous avons tout pris pour acquis. » Sa voix était à peine un murmure. « Nous avons été des sots, » ajouta Claire, les yeux rouges, mais remarquablement clairs. Nous pensions être si intelligents, si réussis. Nous avons juste oublié à quoi ressemble la vraie force. Nous t'avons oublié. L'aveu était saisissant, une rupture profonde avec son égocentrisme habituel. David, d'ordinaire si stoïque, s'éclaircit la gorge. « Nous n'avons jamais vu, maman. Tout est sacrifice. Nous avons juste vu ce que nous voulions voir. Et maintenant, nous payons pour ça. Tout est perdu, ou le sera bientôt. Nous perdons la maison la semaine prochaine. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Je les laissai leurs mots en suspens, les laissant sentir tout le poids de leur confession. Puis je me penchai en avant, mon regard rencontrant le leur à tour de rôle. « Vous avez raison, » dis-je, ma voix douce, mais ferme, comme un juge expérimenté rendant un verdict. « Vous vous êtes et trompé surtout sur ce que votre père m'a laissé, et sur ce que j'ai bâti pour moi-même. » J'observais leur visage tandis que la confusion les traversait. Ils s'attendaient à un soupir de sympathie, peut-être une petite offre de réconfort insuffisante. Au lieu de cela, je me levai, marchant vers un bureau ancien que j'avais récemment acquis. D'un tiroir verrouillé, je retirai le grand livre de comptes usé, relié en cuir. Celui-là même où j'avais méticuleusement enregistré mon accumulation tranquille, décennies durant, de véritables richesses. Je le posai sur la table entre nous. « Quand votre père est mort », commençai-je, ma voix douce mais résonnant de tout le poids du passé. Cette pension militaire fut en effet notre bouée de sauvetage. Elle vous a nourri, vêtu,
mis un toit au-dessus de vos têtes. Mais ce que vous ne saviez pas, ce que vous n'avez jamais pris la peine de savoir, c'est que chaque heure supplémentaire que j'ai travaillé comme couturière, chaque sou que j'ai gratté sur cette modeste pension, chaque euro que j'ai gagné en raccommodant vos vêtements, en confectionnant des robes de mariée pour des étrangers, ce n'était pas juste pour nous en sortir. Mon regard se fixa sur Marc. C'est devenu ma réserve. Exactement comme Thomas me disait toujours qu'un vrai soldat en a toujours une. J'ouvris le grand livre, le tournant sur une page remplie de chiffres soignés, presque artistiques. Leurs yeux s'écarquillèrent, leur souffle coupé. L'ampleur même de la somme les regardait fixement, un témoignage silencieux et indéniable de mon labeur invisible. La mâchoire de Marc tomba. La main de Claire se porta à sa bouche. David se contenta de fixer, une compréhension terrible et naissante scintillant dans ses yeux. « Ceci, continuai-je, en désignant les chiffres, ce n'est pas la pension de Thomas, c'est ma pension. Le travail de ma vie, économisé tranquillement, avec soin. L'argent que je me suis refusé pour de nouvelles chaussures, afin que vous ayez le meilleur. L'argent que j'ai gagné pendant des nuits blanches, tandis que vous dormiez paisiblement. Cet argent a acheté cette maison, cette vie. » Je fis une pause, laissant la révélation s'ancrer dans leurs os mêmes. Et maintenant, c'est cet argent qui se dresse entre vous et l'indigence totale. Leur visage était une toile de choc, d'incrédulité et de profonde honte. Les rôles étaient inversés, non pas en douceur, mais avec la force soudaine et déroutante d'une vérité indéniable. Ils m'avaient renvoyé comme un fardeau, comme quelqu'un vivant sur le dos de la mort de papa, tandis que j'avais tranquillement bâti un empire de résilience, une fortune née de l'amour et du sacrifice. Maintenant, c'étaient eux qui regardaient ceux dans l'abîme, et la femme qu'ils avaient méprisée détenait la seule clé. « Je peux vous aider ?» dis-je, ma voix s'adoucissant, mais restant résolue. « Mais ce sera à mes conditions. Pas les conditions que vous avez dictées, mais les conditions de respect, de responsabilité et de compréhension de ce que signifie la vraie valeur. » Je les regardais chacun, voyant leurs yeux désespérés, leur orgueil brisé. Le fardeau était le leur maintenant, et la voie vers l'absolution était entièrement entre mes mains. Le jeu avait changé, et les règles étaient les miennes. Lorsque les fondations mêmes de votre vie s'effondrent, et que celle que vous avez ignorée devient votre seul espoir, quelles conditions accepteriez-vous pour tout reconstruire ? L'air de ma petite maison vibrait d'une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Un pouvoir tranquille, qui avait toujours été là, invisible. Marc, Claire et David fixaient le grand livre de comptes, leur visage un tableau de choc profond et de honte naissante. Leur silence n'était plus dédaigneux, mais totalement humble, un contraste saisissant avec l'arrogante confiance qui les avait jadis définis. Ils avaient bâti leur monde sur des illusions, et maintenant, ces illusions gisaient brisées à mes pieds, révélant la force bien réelle qu'ils avaient méprisée. Je fermai le grand livre, posant ma main à plat sur sa couverture de cuir usé, une affirmation silencieuse des décennies de labeur invisible qu'il représentait. « Vous êtes venus ici demander de l'aide. » Commençai-je, ma voix ferme, non plus douce, mais imprégnée de l'autorité tranquille que j'avais acquise. Et je vous ai dit que je pouvais la fournir, mais pas sans condition, pas sans compréhension. David, d'ordinaire si prompt à interrompre, resta silencieux, son regard fixé sur la table, comme s'il cherchait des réponses dans les veines polies du bois. Claire, la main toujours à sa bouche, me regardait, ses yeux grands ouverts, brillants de larmes contenues. Marc, celui qui avait lancé les mots les plus cruels, leva enfin les yeux, la mâchoire relâchée. « Des conditions, maman ?»
réussit-il sa voix à peine un murmure, dépouillé de sa bravade habituelle. « Oui, Marc, des conditions, affirmai-je, mon regard rencontrant directement le sien. Vous m'avez traité de fardeau. Vous avez dit que je vivais sur le dos de la mort de votre père. Vous m'avez forcé à aller dans un petit appartement stérile pendant que vous bâtissiez vos empires. Vous avez ignoré mon expérience, ma sagesse, ma présence même. » Je fis une pause, laissant chaque mot tomber avec un poids délibéré. Vous n'avez jamais compris que la fondation de vos vies, la stabilité dont vous avez joui après le sacrifice ultime de votre père, n'était pas juste un chèque, c'était une promesse que j'ai tenue, diligemment, sans relâche, avec chaque sou, et chaque sou supplémentaire que j'ai gagné, quand vous pensiez que je survivais à peine, était le témoignage d'une vérité que vous avez refusé de voir. Je me levai et marchai vers la fenêtre donnant sur ma roseraie en fleurs, symbole de la vie tranquille et belle que je m'étais cultivée. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres, peignant la pièce de teintes or et ambre. « Vous voyez cette maison ?» repris-je, me retournant vers eux. « Ce n'est pas un cadeau, c'est ma paix, mon refuge, bâti avec sueur et prévoyance, pas avec des aumônes. Et c'est ici, dans ce foyer, que votre mise au point commence. » Mais là, Claire finit par parler, sa voix épaissie par l'émotion. « Que veux-tu de nous, maman? Nous n'avons plus rien à donner. » Son impuissance était palpable, crue. « Vous vous avez vous-même, » répondis-je, ma voix ferme. « Et c'est précisément ce que je veux. Pas votre argent, j'ai le mien. Pas vos louanges. Vos actions parleront plus fort que tous les mots. Je veux votre respect, votre responsabilité et votre compréhension. Je veux que vous me voyiez vraiment, non pas comme la veuve âgée que vous avez ignorée, mais comme la femme qui vous a élevé, qui a bâti un avenir à partir du chagrin et qui a toujours eu une réserve. » Je retournai à la table, mes yeux balayant chacun d'eux. « Premièrement, vous reconnaîtrez, publiquement et l'un envers l'autre, le tort que vous avez commis, non seulement envers moi, mais envers la mémoire de votre père. Vous comprendrez que son sacrifice et mon labeur subséquent n'étaient pas un fardeau, mais le fondement même de votre existence. » Leurs visages se tendirent. Un mélange de honte et du résidu persistant de l'orgueil se livrant bataille en eux. Ce fut le premier obstacle, une véritable épreuve de leur humilité. « Deuxièmement, continuai-je, vous apprendrez à vivre selon vos moyens. Fini les dépenses extravagantes, fini la course au statut vide. Vous reconstruirez vos vies, non pas avec mon argent, mais avec votre propre labeur honnête. Je vous offrirai un toit temporaire. » Je désignai du geste le modeste salon, mais ce n'est pas une solution permanente. C'est une chance pour vous de trouver de nouvelles fondations, bâties sur l'intégrité et le travail acharné. La tête de David se releva brusquement. « Vivre ici, avec toi ?» Le choc était évident dans son ton, mais le désespoir dans ses yeux le tenait en respect. Le puissant David, réduit à vivre sous le toit de sa mère. « Temporairement, » réitérai-je, mon regard inébranlable. « Jusqu'à ce que vous trouviez vos propres situations de vie modestes. Et pendant que vous serez ici, vous contribuerez. Vous aiderez à entretenir cette maison. Vous apprendrez la valeur de l'effort honnête, pas seulement des grands projets. » Mon regard s'aiguisa. Il n'y aura plus de moquerie envers le argent ancien ou les maigres chèques. Vous comprendrez la dignité d'un euro gagné et d'une vie bien vécue, aussi humble soit-elle. Marc déglutit difficilement, ses yeux se posant sur ses mains, fermement serrés sur ses genoux. « Quoi? Qu'en est-il de nos affaires? De nos carrières? » « Vous recommencerez, » déclarai-je simplement, « à zéro, et je vous aiderai. Non pas avec des capitaux, mais avec des conseils. Avec la sagesse des années,
que vous avez si négligemment jeté. Vous apprendrez à gérer un budget, à économiser, à apprécier ce que vous avez. Je ne vous donnerai pas le succès. Je vous montrerai comment le gagner, comment le bâtir à partir de la résilience, tout comme je l'ai fait. Le silence revint, plus lourd cette fois, empli de l'ampleur de mes exigences. Ils ne demandaient pas de l'argent, mais que leur vie même soit refaçonnée, pièce par pièce douloureuse, sous mon regard inébranlable. C'était un abandon total de leur indépendance perçue, de leur supériorité supposée. C'était leur test ultime, un chemin vers la vraie humilité. Ils se regardèrent, leur désespoir en lutte avec leur orgueil enraciné, mais le choix était clair. Accepter mes conditions ou affronter la misère la plus totale. Finalement, David, le plus fier, le plus ruiné financièrement, prit une inspiration tremblante. Ses yeux, bruts d'émotions inexprimées, rencontrèrent les miens. « Maman » murmura-t-il, une seule larme traçant un chemin sur sa joue. « Nous acceptons. Tout, s'il te plaît. Nous avons besoin de ça. » Claire hocha la tête, son visage mouillé de larmes de soulagement et de remords. Marc, les épaules affaissées par la défaite et l'acceptation, ferma simplement les yeux. Une reconnaissance silencieuse de la nouvelle réalité. À cet instant, le poids que j'avais porté pendant des décennies, les sacrifices tus, les indignités silencieuses, s'est enfin levé. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de restauration. Il s'agissait de les voir vraiment, briser leur arrogance et retrouver les êtres humains qu'ils étaient en dessous. Mes économies silencieuses, ma force cachée, ne m'avaient pas seulement donné le dernier mot. Elles leur avaient donné une chance de retrouver leur humanité. Le chemin à parcourir serait difficile, rempli de dures leçons et de vérités inconfortables. Mais pour la première fois depuis des années, nous nous tenions sur un terrain solide, prêts à bâtir quelque chose de réel, ensemble. Et ainsi la maison, autrefois un sanctuaire pour une seule personne, devint une école temporaire d'humilité, résonnant d'un respect retrouvé et de la tranquille détermination à reconstruire. Quelle force surprenante avez-vous trouvée en vous-même lorsque la vie vous a poussé à vos limites? Et comment cela a-t-il changé vos relations pour toujours? Partagez vos histoires ci-dessous. Vos expériences comptent vraiment. Et si ce chemin a résonné en vous, pensez à vous abonner pour suivre plus de récits, de forces tranquilles et de profondes transformations.